Vous êtes bien sûr Bénin Business 24 et vous faites bien de nous choisir sur votre émission dominicale Wikeko. Bonjour et bienvenue à tous. La communauté universitaire a bouclé il y a quelques jours un événement important de la vie de l'université d'Abomey-Calavi. Le jubilé d'or de l'UAC, 50 ans de formation et de recherche qui nous offre aujourd'hui l'occasion de faire un bilan à mi-parcours et également d'apprécier la valeur des recherches et des innovations qui ont contribué au développement national. 50 ans de l'université d'Abomey-Calavi, acquis, regard et impact sur le développement, ce sera dans le décryptage avec les confrères. Et si vous souhaitez vous lancer dans l'entrepreneuriat agricole, ceci vous intéresse. Il sera question dans le dossier de la semaine des 100 milliards de francs CFA mis à la disposition par le gouvernement pour aider les banques et les systèmes financiers décentralisés à soutenir les producteurs agricoles, les petites et moyennes entreprises et les petites et moyennes industries. Avec notre invité, nous verrons le mode d'accès à ce financement ainsi que les filières prioritaires qui peuvent bénéficier de ce fonds, à hauteur de combien et justement quels sont les critères qu'il faut remplir pour avoir ce fonds. Mais avant de détailler tout ceci, direction la rédaction pour le mini-journal. C'est avec Alessandra Jota. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans le mini-journal de Wikeko. Un secteur pourvoyeur de l'économie béninoise, plus de 7 millions de Béninois, soit un peu plus de 70% de la population tire leurs revenus du secteur agricole. Il contribue à plus de 34% du produit intérieur brut national dans le but de booster la production agricole et aider les agriculteurs à financer leurs projets agricoles. Le gouvernement du Bénin a mis à la disposition du Fonds national de développement agricole un montant de 100 milliards de francs CFA, ceci pour faciliter l'accès au crédit dans le secteur agricole. Une campagne d'information sur les mesures d'accompagnement a été lancée à Cotonou. Plus de précisions dans ce reportage. L'ambition de faire du Bénin une terre d'opportunités agricoles est aujourd'hui en train de se concrétiser grâce aux réformes initiées par le gouvernement par le biais du Fonds national de développement agricole FNDA. Les exploitants agricoles bénéficient désormais d'un accès plus facile au crédit auprès des banques ou systèmes financiers décentralisés. Mais ces 100 milliards viennent combler un vide qui se faisait sentir au niveau de la filière agricole. Je crois que dans les jours, les années à venir, nous allons assister à un boom de la filière agricole. Le soutien que j'ai beaucoup admiré est que ce ne soit pas un financement pour que en fait, les gens fassent de n'importe quoi. Non, ça va être un suivi particulier, surtout au niveau des cellules de développement et de l'agriculture de chaque commune. Et c'est très important, ces cellules-là, pour effectivement faire le suivi de ceux-là. Et bravo pour le décollage du secteur agricole au Bénin. Conscient que le secteur agricole occupe 70% de la population active et contribue à 34% du produit intérieur brut, ce montant alloué aux agriculteurs vient non seulement alléger les effets économiques du coronavirus sur l'agriculture, mais accroître également leur contribution à la croissance de la production végétale, animale et halieutique. La plus grande difficulté qu'on a dans le secteur agricole, c'est le manque de crédit. Et quand vous allez dans les banques classiques n'aiment pas les agriculteurs parce qu'ils savent que l'activité agricole est une activité à risque, une activité saisonnière. S'il n'y a pas de pluie une année, tout ce que vous avez investi là, tout part à l'eau. C'est un fonds inclusif. Il n'y a pas d'exclusion par rapport à ça. Pour les acteurs qui sont conscients, c'est la durabilité. C'est-à-dire que ça va permettre effectivement aux organisations paysannes d'abord et certains agriculteurs aussi, producteurs, qui sont conscients effectivement de prendre leur réel envol. Et c'est pour toujours. C'est un outil qui est venu pour apporter un plus à notre agriculture et qui doit booster l'agriculture et booster notre économie. Ce fonds qui entend ainsi renforcer la croissance agroéconomique du Bénin apparaît alors comme une solution pérenne pour faciliter l'accès au financement et minimiser le taux de remboursement. De quoi booster les filières prioritaires promues par les agences territoriales de développement agricole.
Madame, Monsieur, avec la démographie galopante, la problématique de la gestion de l'environnement, notamment des déchets solides ménagers, constitue aujourd'hui un enjeu majeur de santé, aussi bien pour les ménages que pour les collecteurs d'ordures. Une profession essentielle, certes, mais fortement exposée à des risques. Un travail de recherche s'est intéressé au cas des charretiers de la commune d'Abomey-Calavi, Igor Ayosso et Ulvaeus Balogun. La collecte et l'évacuation des déchets solides ménagers constituent aujourd'hui l'une des plus grandes difficultés que rencontrent les municipalités. Entre accumulation de déchets ménagers et érection tous azimuts de dépôts sauvages, même les conditions de travail des collecteurs d'ordures laissent à désirer. Il a été constaté que les charretiers travaillent dans des conditions difficiles. Ils utilisent des outils qui sont à la limite rudimentaires et parfois eux aussi ils ont des comportements qui les mettent en situation dangereuse. Ils récupèrent des déchets. Parfois, certains produits retrouvés sont consommés par ces derniers. C'est le cas dans la commune d'Abomey-Calavi, champ de recherche, de thèse de doctorat de Saturnin Choubi. Dans ses travaux, il pose la problématique des conditions de travail et santé des charretiers du système de précollecte des déchets solides ménagers. Près de la majorité des charretiers, à raison de 48,2%, a été détecté souffrant d'affections sinusiennes. Et en dehors de ces affections, il y a eu d'autres, une grande majorité qui souffrent également des insuffisances pulmonaires. En dehors de ça, il est constaté qu'une forte proportion de ces acteurs, de ces collecteurs de déchets souffrent de l'hépatite B. Au regard de ces risques, une mesure s'impose: améliorer leurs conditions de travail. On devrait les faire souscrire à des polices d'assurance qui pourraient leur permettre de leur accorder certaines facilités. On devrait également leur permettre de faire des consultations de façon périodique pour que les maux éventuels qui seront détectés puissent être traités tôt. Ceci parce qu'il a été également constaté que la plupart ignorent la dangerosité des déchets, c'est-à-dire des déchets qui sont précollectés. Les résultats et recommandations qui lui ont valu la mention très honorable avec félicitations du jury. D'autant que la mise en œuvre efficiente de ces solutions est déjà effective avec la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué. Actuellement, les déchets ne sont plus ramassés comme cela se faisait. Les déchets sont ramassés avec les sociétés, les ONG, les sociétés de gestion en sous-traitance, mais c'est au poids que les déchets sont payés. Du coup, il y a amélioration du système et il y a des contrats qui sont signés directement avec ces sociétés-là et les clauses de contrat font qu'ils sont obligés d'améliorer les conditions de vie des charretiers. Et il n'y a plus de charretiers en tant que tels actuellement. Actuellement, c'est avec les tricycles, voyez, donc les méthodes ont changé. Ainsi, l'ambition d'améliorer les conditions de vie et de travail des agents collecteurs d'ordures est aujourd'hui une préoccupation des dirigeants. À terme, c'est la gestion des déchets qui devient efficace à Abomey-Calavi et dans les autres communes du Bénin. La communauté internationale a célébré le 17 novembre dernier la journée mondiale du souvenir des victimes des accidents de la route. Une occasion pour attirer l'attention sur l'ampleur des dégâts émotionnels et économiques causés par les accidents de la route et de rendre hommage aux victimes de la route et aux services de secours et de soutien. Au Bénin, les accidents de la route constituent la première cause de décès pour les jeunes âgés de 15 à 29 ans et leur impact sur la croissance économique n'est pas des moindres. Un peu plus de 219 milliards de francs CFA de pertes ont été enregistrés en 2016 avec pour cause d'insécurité routière. Louis Koudogbo, Rodrigue Babagbeto. Doit-on lui coller l'étiquette de mal du siècle ? Tout porte à le croire si l'on se réfère aux statistiques publiées par l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS, dans son rapport Sécurité routière 2018, mentionne « Plus de personnes meurent maintenant à la suite d'accidents de route que du VIH-Sida, de la tuberculose ou de maladies diarrhéiques ». Au Bénin, l'Organisation mondiale de la santé compte un peu plus de 2800 morts par an, soit environ une moyenne de 2 morts et de 12 blessés par jour. Pour le Bénin, d'une manière spécifique, vous allez voir que nous enregistrions
environ 700 morts. C'est les statistiques qui avaient été menées en 2015. Aujourd'hui, nous oscillons autour de 620, 630. Mais sans compter que nous n'avions pas pu enregistrer l'ensemble des données parce qu'il y a des décès lorsque ça arrive pour des pratiques religieuses. Les gens refusent d'aller faire cette constatation. Nos statistiques que nous avions envoyées au niveau de l'INSAE ne sont pas en adéquation avec les enquêtes de l'OMS. Quand nous disons environ 600 morts, 630 et quelques morts, l'OMS trouve qu'il faut aller vers le double. Et c'est normal. Des chiffres qui traduisent l'ampleur de l'insécurité sur nos routes. Une insécurité routière avec pour facteurs trilogiques les hommes, les infrastructures et les véhicules à moteur. Dans ce contexte spécifique aux pays en voie de développement, le produit national brut PNB ne s'en sort pas indemne. Quand il y a beaucoup d'accidents et beaucoup de décès, c'est le capital humain qui est en train de disparaître et cela agit sur la production, sur le PIB. Lorsque d'un point A à un point B, il y a un accident, d'abord les traumatismes qu'il y a, ça engendre des frais pharmaceutiques. La prise en charge, ça engendre des frais. Les pertes de matériel. Et lorsque le pire en arrive, il y a même des accidents qui font détruire les infrastructures routières que l'État implante à coût de plusieurs milliards. Et c'est ça qui est déplorable. L'incidence économique de l'insécurité routière dans les pays à revenus intermédiaires oscille entre 1,5 et 3%. En 2017, pour un PNB d'un peu moins de 1700 milliards de francs CFA, les accidents de la route ont engendré au Bénin une perte d'environ 42 milliards de francs CFA. Que faire alors pour inverser la tendance ? Investir dans la sécurité routière ne doit pas être une activité connexe parce qu'elle permet de sécuriser plutôt le capital humain. Au niveau mondial, lorsque vous voulez évaluer, lorsque vous voulez concevoir un projet avant d'aller vers l'évaluation, il faut réserver 10% des financements par rapport à la sécurité routière. C'est-à-dire qu'il faut sensibiliser d'abord, il faut faire les études d'abord avant projet, il faut voir comment est-ce que les signalisations sont faites, comment est-ce que les places sont disposées, et il faut pouvoir assurer la lisibilité, la visibilité de la voie. Autant de pistes de solutions qui permettront au Bénin de réduire le nombre de décès imputables aux accidents de la route, ce qui lui permettra d'atteindre les objectifs de développement durable d'ici 2020, comme prévu dans son plan stratégique de développement. Ce sera tout pour cette fenêtre ouverte sur l'actualité. Madame, Monsieur, Week Eco se poursuit avec Ulvaeus Balogun. Week Eco se poursuit ici sur ce plateau. À présent, c'est le tour de la revue de presse économique, une signature de Rodrigue Babagbeto. Nouvelle fin de semaine, nouvelle revue de presse. Quelles sont les informations économiques ayant fait le tour des canards ces 7 derniers jours en marge de la tournée du chef de l'État? Tenez, la presse du jour s'intéresse au balai des ministres devant le Parlement pour défense des différents budgets de leur ministère. Dans les colonnes de sa parution du mercredi, on peut lire que le montant que va exécuter en 2021 le ministère de l'économie numérique et de la digitalisation s'élève à 9,6 milliards de francs CFA. Une somme qui, d'après la ministre, couvrira entre autres l'extension des infrastructures de connectivité haut et très haut débit sur le territoire national, la mise en application de la TNT, la digitalisation des procédures administratives et la transformation digitale de l'administration publique, la promotion du gouvernement ouvert par l'utilisation des outils numériques et le renforcement de la sécurité numérique. Le quotidien de Ménontin, quant à lui, préfère se pencher sur le projet de budget 2021 du ministère de l'enseignement maternel et primaire, défendu par son premier responsable. D'après Fraternité, Salimane Karimou aura besoin d'environ 126,26 milliards de francs CFA en 2021. À quoi servira cette somme qui a connu un accroissement de 6,15% comparativement au budget exercice 2020? Entre autres, ce budget prend en compte les programmes essentiels de l'éducation, le programme national d'alimentation, le programme spécial de résorption de déficits d'enseignants à travers la mise à disposition des suppléants, des aspirants aujourd'hui.
Autre information économique abordée par les quotidiens cette semaine, le lancement de la commercialisation du coton graine. Le progrès n'affiche pas cette fois-ci une progression, mais une régression. À la une du quotidien, on peut lire que la production de 2020-2021 est passée de 850 000 tonnes à 675 000. Une baisse due à diverses raisons. Le quotidien du service public en parle et mentionne dans ses colonnes que la Covid-19 et la pluviométrie capricieuse marquée par des poches de sécheresse avec des ruptures de pluie pendant la bonne période recommandée pour les semis en sont les raisons principales. Cependant, cette diminution n'empêche tout de même pas le Bénin de garder son rang de premier producteur de coton en Afrique. Pêle-mêle à présent, les journaux se sont intéressés à cette nouvelle trouvaille du ministère des Finances pour de meilleures efficacité et efficience, le système d'encadrement des missions officielles. Aussi, le lancement de la campagne de commercialisation 2020-2021 du soja a-t-il fait partie des sujets abordés par les canards. La filière soja pourrait bientôt être un pilier de la croissance économique. Fin de cette revue de presse économique. À très bientôt. Les confrères sont en place déjà avec moi sur ce plateau. Yves, Patrick, Loco, bonjour. Bonjour Ulvaeus, merci. Bonjour aux auditeurs, aux téléspectateurs de BB24. Oui, on n'est pas à la radio ici. Voilà. À côté de Yves, Benoît Wandia. Benoît, bonjour. Oui, bonjour. Vous ne direz pas auditeur. Hein? Bénédiction sur les téléspectateurs. Voilà. Alors, Benoît, cela fait un demi-siècle, hein, comme ça déjà, que l'université d'Abomey-Calavi, l'histoire de l'université s'écrit. Alors, diriez-vous qu'en ces 50 ans, nous avions franchi des étapes à l'université d'Abomey-Calavi? Forcément qu'il y a eu des étapes. Je fais déjà remarquer que nous tous qui sommes sur ce plateau, nous n'avons pas fréquenté à l'université d'Abomey-Calavi, mais nous étions à l'université nationale du Bénin. Donc il y a eu déjà ce changement, déjà au niveau de l'appellation, mais au niveau du fonctionnement même de l'université, il y a eu beaucoup de choses. Je pense qu'en notre temps, les recteurs n'étaient pas élus. Entre-temps, les recteurs, les responsables, au niveau de certaines entités étaient élus, donc c'est des avancées. Et au niveau même du fonctionnement des cours et autres, il y a eu assez de choses qui ont changé avec le temps. Je pense que 50 ans, c'est quand même beaucoup. Oui, vous et nous, je ne pense pas que nous soyons déjà à cette étape-là. Donc, ça veut dire que l'université était même déjà créée avant qu'on ne naisse. Donc, je pense qu'il y a eu du bon. C'est vrai qu'il y a eu du moins bon aussi, mais il y a eu des choses qu'on peut capitaliser. Alors Yves, de l'université du Dahomey à l'université nationale du Bénin, à aujourd'hui à l'université d'Abomey-Calavi, avez-vous aussi l'impression que l'écosystème de l'université a évolué, a changé dans le temps? Beaucoup de choses ont changé. Je retiens cette phrase du professeur Roger Gbayonvi. Oui. Interviewé en 2003 par le journal des étudiants Le Héros, et c'était notre invité grand format. Et il disait que l'université au Bénin est un malheureux lycée de banlieue où apprenants et enseignants se côtoient dans une indifférence totale. Mais je crois que c'était son constat à une certaine époque. Et qu'aujourd'hui, s'il doit encore se rendre sur le campus universitaire d'Abomey-Calavi ou dans l'ensemble des campus qui constituent aujourd'hui ce qu'on appelle l'université d'Abomey-Calavi, beaucoup de choses ont réellement changé. Et il faut faire un tour sur le campus d'Abomey-Calavi pour constater aujourd'hui que des bâtiments s'érigent partout. Ce n'était pas le cas à une certaine époque, à une certaine période. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'infrastructures, même si ce n'est pas encore très suffisant. L'université d'Abomey-Calavi s'est étendue
avec des campus aujourd'hui à Cotonou. Je veux parler du Champ de Foi, par exemple, la FSS avec ses différentes écoles. Je veux parler de l'ENEAM à Pégamin. Je veux parler d'autres écoles également à Cotonou, à Porto Novo, Ouida et autres. Donc, il faut dire que véritablement, en 50 ans, beaucoup de choses ont changé dans l'univers de cette, voilà, alors, de ce haut lieu du savoir. Mais vous évoquez ainsi les infrastructures qui sont sorties de terre et qui ont permis à l'université de s'étendre, mais au-delà, en termes de formation, en termes d'innovation, est-ce qu'on a l'impression que l'université en 50 ans a apporté quelque chose au développement du pays? Absolument. Il n'y a qu'à voir comment sont célébrés aujourd'hui, pas plus tard qu'hier par exemple, pas plus tard que cette semaine, j'allais dire qui finit, des professeurs de la FSA notamment ont été célébrés et pour leur contribution à l'enracinement de cette faculté et au-delà de la faculté de l'université d'Abomey-Calavi. Aujourd'hui, il y a des formations doctorantes qui se font à l'université d'Abomey-Calavi, ce qui n'était pas le cas où pour certains doctorats à l'époque, il fallait aller dans des pays africains ou en France pour pouvoir obtenir ces doctorats-là. Aujourd'hui, il y a des écoles doctorales à l'université d'Abomey-Calavi et je crois qu'en termes de formation, beaucoup d'acquis ont été obtenus. Vous voyez, par exemple, au niveau des écoles, aujourd'hui, il y a des pisciculteurs, par exemple, qui sortent de la FSA, qui sont installés, qui approvisionnent le marché des médicaments. Il y a beaucoup de choses qui sont aujourd'hui produites par des gens issus de l'université d'Abomey-Calavi. Alors Benoît, aujourd'hui, Yves l'a dit brièvement, on a beaucoup d'enseignants qui sont célébrés. Et je crois cette semaine, il y en a eu également qui ont été admis au CAMES. Mais ces enseignants-chercheurs-là n'apportent pas vraiment quelque chose en termes d'impact sur le développement du pays. C'est beaucoup plus des recherches littéraires qui restent dans les livres. Bon, on ne saurait le dire de cette façon. Je pense que le chercheur, son rôle, c'est de chercher et donc de trouver et de mettre ce qu'il a trouvé à la disposition des dirigeants. Si le chercheur, il trouve et le dirigeant n'en fait rien, on ne saurait accuser celui qui a cherché. Donc, je pense qu'il doit y avoir une sorte de symbiose entre les chercheurs, les divers responsables, notamment politiques, et qui doivent mettre en valeur ces recherches-là. Je pense qu'on a parlé de la FSA, on a parlé de l'EPAC. Voilà des lieux où on peut avoir du concret, où les recherches donnent quelque chose de concret. Mais même cette semaine, j'ai suivi une soutenance de thèse où on a parlé de comment faire pour que les insecticides utilisés, que les moustiques ne s'adaptent pas à ces insecticides-là. Bon, si la méthode est trouvée et qu'au niveau peut-être du ministère de l'Agriculture, cette méthode n'est pas appliquée, on ne saurait accuser celui qui a trouvé la méthode. Donc, oui, mais est-ce que les chercheurs aussi ne devraient pas s'intéresser aux questions, peut-être avant de faire des recherches, aller voir les problèmes qui intéressent les politiques pour apporter des solutions? Non, ce n'est pas que les politiques, les problèmes qui intéressent la société. Le chercheur, c'est d'abord la société. Alors, et en principe, le politique aussi nous dit qu'il est intéressé par le bien-être de la société. Mais on n'arrive vraiment pas à comprendre pourquoi certaines recherches qui sont d'actualité et qui ont en fait de l'impact palpable là tous les jours sur les populations, les recherches, les solutions trouvées ne sont pas appliquées. Et donc je pense que les chercheurs le disent tous les jours. Il y a d'abord le financement pour avoir ces recherches-là, mais même si vous courez à gauche, à droite, certains partenaires vous aident, vous avez le financement et vous avez le produit sorti. Après, la vulgarisation ou le fait de mettre ce produit-là à portée du béninois lambda ne dépend pas forcément du chercheur.
Donc, au niveau de l'université, je ne les défends pas, mais je pense que quelque chose se fait. Il faudrait vraiment que les dirigeants puissent aider ces professeurs-là ou ces chercheurs ensemble à vraiment mettre la lumière sur ce qui se fait. Mais mettre la lumière sur ce qui se fait, on a pu constater, même nous, journalistes, on n'a pas vraiment accès aux recherches là. Quand ils font les recherches, ils les publient dans des revues scientifiques, mais qui ne sont pas accessibles à tout le monde. On se pose la question de savoir, est-ce que ces recherches sont pour les populations ou juste pour avoir des grades à l'université? Bon, il est évident que certains font des recherches pour pouvoir évoluer dans la carrière, être professeur titulaire du CAMES. Mais il faut dire que fondamentalement, il y a plusieurs types de recherches qui se font à l'université. Il y a les recherches fondamentales et puis les recherches appliquées. Et il faudrait normalement mettre l'accent sur les recherches appliquées, puisque la recherche appliquée, ça s'applique immédiatement à, par exemple, comment contribuer à la réduction de l'inondation, par exemple, dans Abomey-Calavi. Une recherche comme ça devait être normalement appliquée sur le terrain. Comment le séchage, par exemple de l'ananas peut être une solution à la faim, par exemple. Donc, c'est des recherches appliquées qui immédiatement peuvent être mises en œuvre. Donc, voilà, impacter la population. Donc, il faudrait aujourd'hui qu'à l'université d'Abomey-Calavi, on priorise les recherches appliquées et qu'on laisse un peu les recherches fondamentales qui embrassent, en fait, qui sont d'ordre plus général et qui ne sont pas applicables. Oui, allez-y. Allez-y. Qui doit demander à ce qu'on fasse des recherches appliquées? C'est l'université ou c'est les gouvernants? Je crois que c'est l'université et les gouvernants également. J'interviewais dans le cadre d'un magazine le docteur Charles Dosso-Ligan. On a parlé de ce que devaient être les recherches à l'université. Il dit par exemple que pour une recherche, par exemple, un chercheur, quelqu'un qui s'apprête à faire son doctorat, devait peut-être prendre, c'est un exemple qu'il donne, le programme d'action du gouvernement, par exemple, pour voir dans ce document-là ce qui pouvait être, ce qui peut faire l'objet d'une recherche et qui peut être appliqué à un pan donné de ce programme. Encore qu'il existe plusieurs autres programmes de développement. Donc, c'est faire en sorte que les recherches s'appliquent ou soient orientées vers des programmes de développement qui existent. Donc, l'université, les responsables de l'université, les responsables politiques également devaient insuffler ce dynamisme-là aux chercheurs. Alors, je ne sais pas si vous avez université. fait le constat avec moi qu'il aura fallu la Covid pour que l'université puisse se mettre à créer des gels hydroalcooliques, des installations de lavage de mains, des masques. Est-ce qu'il faut attendre qu'on soit frappé par des mots pour que nos universitaires, nos chercheurs universitaires puissent sortir des choses pratiques de la recherche appliquée? Non, je pense qu'ils sortent des choses pratiques, mais si je prends l'exemple précis de coronavirus, je suis presque sûr à 95% que si l'université avait sorti des gels, des systèmes de lavage de mains, des masques ou je ne sais quoi, mais on aurait banalisé en son temps s'il n'y avait pas le corona. Donc, il y a aussi des chercheurs qui s'adaptent à la situation. C'est ça aussi, quelqu'un qui veut inventer qu'est-ce qui se passe en ce moment, qu'est-ce que je peux faire pour contribuer à la situation présente. Il a parlé de recherche appliquée. C'est un peu dans ce cadre-là. Et ça me conforte dans ma thèse, parce que je disais, les chercheurs, pour la plupart, surtout ceux qui sont dans les écoles où on sort du pratique, j'en ai donné des exemples, c'est pas faute de recherche et c'est pas faute aussi de solutions, ils trouvent. Mais qu'est-ce que nous en faisons? La question principale, elle est là.
S'il n'y avait pas eu de coronavirus, est-ce qu'on aurait couru pour dire, bon, sortez-nous quelque chose, nous allons voir dans quelle mesure nous allons l'appliquer. Encore que, quand les chercheurs ont pu trouver des gels et autres, ces gels-là, est-ce que c'est ces gels-là que nous avons dans les pharmacies aujourd'hui, ou bien c'est les gels qui viennent toujours de l'extérieur? Donc voilà, le consommons local. Est-ce qu'à ce niveau, il y a une exception? Je ne pense pas. C'est toujours la même chose. On préfère ce qui vient de l'extérieur. Et si c'est le Béninois qui a créé, on se dit non, c'est pas la qualité. Ou alors déjà, on voit au niveau du prix, on dit oh, c'est trop cher par rapport à... Et donc, c'est comme ça que nous fonctionnons. Je ne pense pas que les coupables soient les chercheurs, mais les coupables sont disséminés un peu partout. Un peu partout. Alors, l'autre problème auquel l'université a été confrontée durant ces 50 années, c'est aussi l'enseignement, l'adéquation entre formation et emploi aujourd'hui. De plus en plus, on forme à des formations d'ordre général et quand on sort de l'université, on se retrouve confronté à un milieu de l'emploi qui n'est pas toujours favorable à la formation qu'on a. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas changer de paradigme? Oui, je pense que l'adéquation formation-emploi a été, je ne sais pas si c'est toujours, sinon ça a été durant plusieurs années le talon d'Achille de notre université. Pour la plupart, les gens sortent et puis on se dit, bon, comme l'État ne m'a pas engagé, on se déclare chômeur parce qu'on a été tout le temps dans les livres. Voilà ce qu'on a appris. On ne sait pas trop comment l'appliquer sur le terrain. Parfois, il faut, si vous avez la chance, parce qu'aujourd'hui, avoir un stage aussi, c'est un problème. Il faut avoir la chance d'avoir un stage, de faire la pratique de ce qu'on a eu des années à apprendre avant de se dire, parfois même par rapport à la pratique, on se dit, mais la réalité est totalement différente de ce que nous avons eu dans les cahiers et autres. Et à chaque occasion, je pense que les responsables de l'université d'Abomey-Calavi aujourd'hui, de nos universités dans l'ensemble d'ailleurs, parlent de plus en plus d'adéquation enseignement, emploi et enseignement. Donc, c'est peut-être au niveau des curricula qu'il faut voir. Qu'est-ce qu'il faut apprendre aux étudiants pour qu'à la sortie, l'étudiant n'attende pas l'État. C'est la question fondamentale parce qu'aujourd'hui, si avant l'emploi attendait les gens, aujourd'hui, c'est des milliers de personnes qui courent derrière un emploi et donc c'est difficile d'attendre l'État pour s'en sortir. Ce problème se pose presque chaque année, on en est tous conscients, mais on ne fait rien pour changer les curricula de formation. Non, je crois que les choses sont en train de changer à l'université aujourd'hui. Il y a même des formations dédiées à l'auto-emploi. Il y a une école VED, je ne sais plus. Donc, même au sein des facultés, même, je crois qu'il y a des efforts qui se font pour pouvoir... Est-ce qu'on ne devrait pas laisser les enseignements trop littéraires aussi? Bon, le monde est fait d'un peu de tout. Hein. Il faut les scientifiques, il faut les technologistes et les technologues, c'est bien ça. Il faut les techniciens, il faut un peu de tout pour faire la société. Et donc, même dans une formation purement littéraire, on peut avoir, si vous formez un interprète par exemple, anglais-français, il n'a pas forcément besoin d'attendre l'État pour gagner sa vie. Donc, dans les formations littéraires également, l'auto-emploi... Quand vous formez quelqu'un en espagnol, français, c'est beaucoup plus difficile. Oui, c'est beaucoup plus difficile. À première vue, c'est pour que cette personne-là aille enseigner, enseigner l'espagnol ou l'allemand. Mais aujourd'hui, il peut être interprète. C'est vrai que des conférences se font rarement. Voilà, où il y a des lusophones qui viennent au Bénin. C'est rare. Mais il se peut qu'il gagne vraiment sa vie en s'investissant dans l'entrepreneuriat et en faisant 1001 choses ayant trait à sa formation. Alors aujourd'hui, à votre avis, quel est le défi majeur que l'université d'Abomey-Calavi devra relever? Bon, avant de venir au défi, je voudrais dire que l'université, c'est un tout. J'ai l'habitude de dire ceux qui ont fait l'université, qui ont traversé l'université, rien qu'en étant dans les facultés,
n'ont pas bénéficié de l'université. L'université, c'est aussi le héros, c'est aussi Radio Univers, c'est aussi l'EACE, c'est un peu de tout. Quand vous êtes étudiant et que vous ne militez pas dans c'est plutôt là le pratique. Moi, par exemple, j'ai fait Radio Univers et je peux dire que mes premières armes au niveau de la presse, c'est Radio Univers. Et j'ai eu le B.A.B.A. Les doyens venaient nous former et autres. Herman Niani et autres venaient nous, Souley Siaka et autres venaient nous former. Donc, on avait déjà le B.A.B.A. du journalisme. Et puis bon, aujourd'hui, Dieu aidant, je suis devenu journaliste. Donc, ce n'est pas la linguistique. C'est vrai, la linguistique m'a apporté un plus, mais je n'ai pas appris le journalisme en linguistique. Donc, il a fallu pratiquer. Oui, à l'université toujours. Donc, je dis, c'est presque un appel que je lance aux étudiants aujourd'hui, ne pas se contenter juste de venir en faculté, suivre le cours, rentrer chez soi. Ça, ce n'est pas faire l'université, ça. L'université, c'est d'abord être dans des groupes où on peut échanger les connaissances avec les pairs, on est avec les autres étudiants. C'est d'abord ça, la force. Donc, oui, au niveau des responsables, c'est sûr que quelque chose se fait pour adapter l'enseignement à l'emploi, aux besoins sur le terrain. Et je pense justement que c'est le défi majeur. C'est le défi majeur du moment où, aujourd'hui, c'est vrai aussi, moi, il y a un aspect qui me gêne et à la limite qui me blesse aussi quand j'entends les gens dire c'est pas tout le monde qui pourra faire l'université ou l'université c'est pas pour tout le monde. Ça, c'est les réformes peut-être qui amènent ce genre de langage. Mais je me dis, il y a peut-être 20 ans, si ce genre de langage se tenait, peut-être que vous et moi, nous n'aurions pas fait l'université. Parce que c'est une affaire de sous. Nos parents n'en avaient pas beaucoup. Donc, moi, j'aurais aimé que les responsables ne tiennent pas le langage. Nous allons trier. Ce n'est pas tout le monde qui doit faire l'université, mais qu'on puisse faire en sorte que, même si l'État n'a pas d'emploi à offrir, que l'État ne prive pas les jeunes, la population de connaissances. On peut faire l'université d'Abomey-Calavi et exercer au Gabon. Absolument. Rien n'empêche. Donc, ce n'est pas forcément l'État qui doit réfléchir dans le sens de « je ne peux pas donner de l'emploi à ces milliers d'étudiants, donc je fais déjà le tri pour voir à peu près le nombre auquel je peux… » Non, qu'on puisse vraiment donner la connaissance et mettre justement l'accent sur la connaissance pratique, ce que l'étudiant sorti du campus peut faire sans attendre l'État. Voilà. Yves, en termes de défis? En termes de défis, depuis quelques années également s'organise sur le campus, je crois, s'organise à l'université d'Abomey-Calavi, j'allais dire, la semaine de l'emploi. Je ne me souviens plus de la dénomination exacte, mais il y a un service dédié au niveau du rectorat qui met l'auto-emploi au cœur de ces actions où la semaine de l'emploi ça dure toute une semaine avec des conférences et tous. Et où il y a des entreprises qui viennent échanger. Donc c'est un début pour pouvoir montrer aux étudiants ce à quoi vous serez confrontés après votre formation. Voilà des possibilités pour vous après la formation, quel que soit le secteur, quelle que soit la faculté ou l'école ou la spécialité que vous faites à l'université. Donc, en termes de défis, il faut également que ce qui se fait actuellement se pérennise. Il y a une politique d'infrastructure, je le disais à l'entame de l'entretien, il y a une politique d'érection de bâtiments qui est en cours, aussi bien sur fonds propres de l'université que des partenaires. Aujourd'hui, on a un amphithéâtre Roudégué, par exemple, à l'université, on a un amphithéâtre Etisala, on a un amphi Idriss Déby. Voilà, donc aussi bien des partenaires locaux étrangers que l'université même s'emploie à ériger des bâtiments sur le campus universitaire d'Abomey-Calavi, que cette politique-là continue. Aujourd'hui, il y a des formations doctorales, mais pas dans toutes les spécialités. Il faut aujourd'hui que la ressource humaine soit disponible. C'est heureux que beaucoup d'enseignants béninois
évoluent dans les grades du CAMES. Ouais. Donc, c'est du personnel adapté, voilà, local et de qualité qui peut permettre la formation d'autres élites, la formation d'autres personnes à même de les remplacer plus tard. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans la semaine de la lutte contre le diabète, par exemple, où on vous dit qu'il y a seulement 12 endocrinologues au Bénin. Et 2 sont à la retraite. Donc, il y a 10 qui sont tous, par exemple, à Cotonou. Ils sont tous concentrés à Cotonou. Donc, c'est dire que ces formations où il n'y a pas beaucoup de gens, beaucoup voilà, d'experts, il faut les ouvrir. On a à une certaine période au Bénin, feu professeur Géraud Fulbert Amoussouga était l'un des rares monétaristes au Bénin. Pourquoi ne pas offrir cette formation-là à d'autres Béninois? Donc, il y a plusieurs défis qui restent à relever à l'université. Un pas est fait. Et il faut que ça continue. Merci à vous Yves-Patrick Loko. Benoît Wandja, un pas est fait. 50 ans, c'est certes la maturité, mais il y a encore beaucoup à faire à l'université d'Abomey-Calavi. Et nous espérons que les enjeux seront compris par les gouvernants. À présent, on installe le dossier de la semaine. Et je le disais à l'entame de cette émission, le gouvernement a décidé de mettre 100 milliards de francs CFA à disposition pour renforcer les banques et SFD à soutenir les producteurs agricoles, les PME ainsi que les PMI. 100 milliards de francs CFA destinés à relancer l'agriculture à travers l'accès au financement et au crédit agricole du Fonds national du développement agricole. De quoi cela retourne-t-il? On en parle juste après cet élément. L'ambition de faire du Bénin une terre d'opportunités agricoles est aujourd'hui en train de se concrétiser grâce aux réformes initiées par le gouvernement par le biais du Fonds national de développement agricole, FNDA. Les exploitants agricoles bénéficient désormais d'un accès plus facile au crédit auprès des banques ou systèmes financiers décentralisés. Mais ces 100 milliards viennent combler un vide qui se faisait sentir au niveau de la filière agricole. Je crois que dans les jours, les années à venir, nous allons assister à un boom de la filière agricole. Le soutien que j'ai beaucoup admiré est que ce ne soit pas un financement pour que en fait, les gens fassent de n'importe quoi. Non, ça va être un suivi particulier, surtout au niveau des cellules de développement et de l'agriculture de chaque commune. Et c'est très important, ces cellules-là, pour effectivement faire le suivi de ceux-là. Et bravo pour le décollage du secteur agricole au Bénin. Conscient que le secteur agricole occupe 70% de la population active et contribue à 34% du produit intérieur brut, ce montant alloué aux agriculteurs vient non seulement alléger les effets économiques du coronavirus sur l'agriculture, mais accroître également leur contribution à la croissance de la production végétale, animale et halieutique. La plus grande difficulté qu'on a dans le secteur agricole, c'est le manque de crédit. Et quand vous allez dans les banques classiques n'aiment pas les agriculteurs parce qu'ils savent que l'activité agricole est une activité à risque, une activité saisonnière. S'il n'y a pas de pluie une année, tout ce que vous avez investi là, tout part à l'eau. C'est un fonds inclusif. Il n'y a pas d'exclusion par rapport à ça. Pour les acteurs qui sont conscients, c'est la durabilité. C'est-à-dire que ça va permettre effectivement aux organisations paysannes d'abord et certains agriculteurs aussi, producteurs, qui sont conscients effectivement de prendre leur réel envol. Et c'est pour toujours. C'est un outil qui est venu pour apporter un plus à notre agriculture et qui doit booster l'agriculture et booster notre économie. Ce fonds qui entend ainsi renforcer la croissance agroéconomique du Bénin apparaît alors comme une solution pérenne pour faciliter l'accès au financement et minimiser le taux de remboursement. De quoi booster les filières prioritaires promues par les agences territoriales de développement agricole.
Le décor est ainsi planté, mais la question qui se pose fondamentalement, c'est qu'est-ce qu'il faut faire ou comment faire pour avoir accès à ce financement. Et justement, sur ce plateau, nous sommes avec Franck Baropa. Franck Baropa, il est le directeur des opérations au Fonds national de développement agricole. Bonjour. Bonjour, chers journalistes. Merci d'être avec nous ce matin. Merci beaucoup. Et pour conduire cet entretien avec moi, Rodrigue Babagbeto est en plateau. Ubaïs Balogun, bonjour. Mesdames, Messieurs, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Wikeko. Eh bien, Ubaïs Balogun, nous tenterons de trouver réponse à ces interrogations que vous vous posez. Mais déjà, Franck Baropa, vous êtes directeur des opérations au Fonds national de développement agricole. Dites-nous, ce financement, cette nouvelle mesure prise par le gouvernement, vient-elle à point nommé selon vous ? Merci beaucoup. Merci à BB24 pour cette opportunité que vous donnez au Fonds national de développement agricole pour parler vraiment de ces mesures. Il faut être franc, ces mesures sont inédites, elles sont bien arrivées et dans la sous-région, elles vont certainement porter le Bénin très loin. Pour quelqu'un qui connaît le monde agricole, il sait que ces différentes mesures changeront véritablement. Alors dites-nous déjà quels sont les mots propres au secteur agricole que justement ces mesures viendront régler. Merci beaucoup. Quand vous prenez aujourd'hui le monde agricole, essentiellement en termes de problèmes, vous l'avez suivi au niveau de l'élément qui est passé, oui. La principale préoccupation pour qui veut investir, c'est un crédit adapté. Quand on parle de crédit adapté, il faut voir 3 éléments. Le premier élément, vous aviez les professionnels qui accordent ce crédit, à savoir les banques, les systèmes financiers décentralisés, SFD. Exact. Et comme beaucoup l'ont dit, aujourd'hui, ces professionnels ont besoin de ressources spécifiques qui tiennent compte des spécificités de l'agriculture. Donc, en d'autres termes, il faut des ressources adaptées. Et c'est ce qu'un pan de ces mesures-là règle, mettre à la disposition de ces professionnels que sont les banques et les systèmes financiers décentralisés, des ressources adaptées pour leur permettre de faire face aux demandes des promoteurs. L'autre difficulté qu'on avait au niveau du secteur agricole, c'est la garantie. Évidemment, ce n'est pas facile, ou actuellement, quand vous devez aller au niveau des banques ou des SFD, vous n'allez pas comme ça. Il faut un minimum de garantie pour assurer ces institutions. Absolument. Malheureusement, dans le secteur agricole, la garantie est presque inexistante ou elle est faible. Le gouvernement, au travers de ces mesures, apporte une garantie à hauteur de 50% pour soutenir tout promoteur qui veut avoir du crédit. Alors, l'accompagnement du FNDA à tout cet ensemble d'acteurs permet aujourd'hui de régler la 3e difficulté qui était le taux d'intérêt, évidemment, élevé. Voilà, pour ceux qui sont habitués au secteur agricole, ils savent bien que l'une des récriminations de ces acteurs, c'est de dire que le taux d'intérêt est élevé. Quand vous prenez les systèmes financiers décentralisés, il était entre 19 à 24%. Avec cette mesure du gouvernement, vous aurez, avec les SFD, un taux d'intérêt qui ne dépasse pas 12%. Pour 12%, c'est pas petit, ce n'est pas petit, mais c'est un début. Il faut être optimiste. Oui. Vous savez, dans ce domaine, et c'est ce qui est intéressant, ce n'est pas forcément de la mauvaise volonté, mais la mauvaise compréhension du secteur agricole fait qu'il est toujours perçu comme un secteur à risque. Travailler à faire comprendre à ces professionnels les réalités du secteur agricole, c'est sûr, progressivement, on va baisser et on arrivera à un taux. Très bien. Alors, dans vos propos, vous faisiez comprendre que les exploitants peuvent désormais avoir accès au crédit à un taux maximal de 12% pour les et SFD, partiellement garanti par l'État. Que faut-il y comprendre concrètement ? Exact. Chers amis, je suis un exploitant, je suis une entreprise agricole. Oui. Je fais mon dossier. J'arrive au niveau de mon institution, elle me demande la garantie. C'est vrai, je vais avec une garantie. Oui. J'ai quand même quelque chose. Mais généralement, l'institution me dit, votre garantie n'est pas suffisante. L'État dit, je participe au risque
à hauteur de 50% du crédit que vous demandez. Ça veut dire quoi? Je veux un crédit de 25 millions, par exemple. L'État dit, s'il y a un payé, c'est-à-dire si pour des raisons diverses, on arrivait à une situation où le promoteur ne peut pas, c'est pas souhaitable, mais ne peut pas rembourser, la différence de ce qui n'arrive pas à rembourser, moi je vous donne 50% de ça, vous institutions, pour participer au risque. Donc, si c'est 50 millions qui n'arrivaient pas, et si c'est 25 millions qui n'arrivaient pas à rembourser, ça veut dire que par cette mesure, l'institution a 12 millions et demi comme ressources au titre de l'accompagnement de la garantie que l'État lui apporte. Donc voilà, en termes de garantie à hauteur de 50% portant sur le montant dû, c'est-à-dire le montant non soldé. Et les 12% de taux maximal. Voilà. Alors, quand je vais dans une institution, je veux prendre un crédit de, disons, 100 000. L'institution qui doit m'accorder ce crédit a un certain nombre de charges à supporter. Bien sûr. Et c'est ce que le taux d'intérêt règle. Ça veut dire, si c'est sur un an, par exemple, quand je viendrai rembourser mes 100 000, ce n'est pas 100 000 que je vais rembourser, mais si c'est le taux d'intérêt de 124 et de 24%, par exemple, je vais rembourser 120 et disons 100 000 fois 24%. Voilà. C'est-à-dire 124 000 environ. C'est ça que je dépose. Exact. Avec l'État, ça passe au lieu de 124 à 112, plus de 12% environ. Exact. Okay. Ça veut dire que la charge que le taux d'intérêt représentait, il est considérablement réduit. Avec cette mesure. Et ça me permet de consacrer mes ressources ou ce que j'aurais généré à l'investissement aux autres activités pour que ça ne pèse pas trop. C'est vrai que ça paraît un peu, encore beaucoup, mais c'est sûr, progressivement, ça va descendre. Mais déjà, ce qui est intéressant dans ces mesures, pour ces promoteurs qui désirent faire des investissements dans le secteur agricole, il y a la troisième mesure, c'est-à-dire la bonification du taux d'intérêt à 2%, qui permet à tout promoteur de se voir accorder un crédit au lieu de 12% à 2%, l'État supportant toujours la différence de charge de 12 à 2%. Donc c'est la troisième mesure dans cet ensemble de mesures qui fait les 100 milliards au titre des mesures de soutien. Mais déjà, si je viens avec un dossier en tant que PME, PMI ou exploitant agricole, comment être certain que mon dossier pourra être accepté ou reçu? Quels sont les critères sur lesquels? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous voyez, je dis souvent, 100 milliards, ce n'est pas 100 millions. Bien sûr. C'est une mesure qui est appelée à impacter un grand nombre. Aujourd'hui, quand vous voyez la fréquentation, ceux qui fréquentent vraiment les institutions financières, à peine 27% de Béninois ont des comptes, sont habitués au crédit. Bien sûr. Si on veut consommer 100 milliards, vous comprenez que ce n'est pas avec 27% qu'on peut impacter. Ça veut dire que la mesure est suffisamment ouverte. La preuve, les agences territoriales de développement agricole qui ont pour vocation de promouvoir les filières agricoles au Bénin savent que tout promoteur qui désire, pourvu qu'il respecte le minimum de conditions exigées par au niveau des ATDA, est éligible. ATDA, vous voulez parler déjà? Les agences territoriales de développement agricole. Spécifiquement pour le crédit, contrairement aux autres guichets du Fonds national de développement, on a fait en sorte à ce que l'intervention de l'État soit limitée dans l'instruction des dossiers, ce qui règle en partie ce que vous aviez comme préoccupation. Tout promoteur aujourd'hui au Bénin qui a un besoin de crédit, qui peut élaborer son plan et son plan d'affaires, choisir son institution financière qu'il veut, la banque qu'il souhaite, le système financier décentralisé qu'il souhaite,
et il démarre l'instruction. Autrement dit, il n'y a pas de SFD retenu, de banque retenue dans le projet. Toutes les banques, toutes les SFD qui sont sur le territoire national. Évidemment qu'il y a une liste de systèmes financiers décentralisés, SFD retenus, une liste de banques retenues. Alors, quand je dis, il y a 15 systèmes financiers décentralisés. Exact. Et aujourd'hui, vous êtes à 10 banques. On est à 10 banques. En fait, je vous explique un peu. Vous savez, tout à l'heure, je parlais, il faut toujours cadrer, il faut toujours ordonner vos interventions. Le FNDA souhaitait tous ceux qui ont un centre d'intérêt dans l'agriculture, toute banque, tout système financier décentralisé qui souhaite intervenir au niveau du monde agricole. Le FNDA a passé le message pour dire si ça vous intéresse, nos portes sont grandement ouvertes et vous êtes éligible. Donc, il n'y a pas de barrière à mesure pour limiter le partenariat. Donc, tout SFD, toute banque qui désire travailler avec le FNDA pour impacter positivement le monde agricole est éligible. C'est ce qui fait que, à la date d'aujourd'hui, on a 10 banques, essentiellement la BOA. On va pas citer on a 15 SFD, mais la liste est toujours, c'est-à-dire, elle est toujours ouverte pour toutes les institutions qui souhaitent continuer, s'essayer aussi dans le monde agricole. Le FNDA est là et apportera toujours sa contribution par rapport à ce qui est facilité. Je m'interroge. C'est vrai qu'on est dans le secteur agricole, mais il doit y avoir des filières prioritaires. Absolument, absolument. Vous voyez, l'État a voulu faire les choses de façon ordonnée depuis 2017. En créant les agences territoriales de développement agricole, l'État a voulu que prioritairement les filières qui ont un potentiel par région, ce qu'on appelle les pôles de développement agricole, soient prioritairement promus. Quelles sont ces filières-là? Voilà. Aujourd'hui, on a près de 13 répartis. Vous avez l'ananas, vous avez l'anacade, vous avez le maraîchage. Alors, je parlais de pôle de développement. Quand vous prenez le pôle de développement numéro 1 qui concerne la région de Malanville, Karimama, tout le monde sait que là-bas, c'est le riz avec les grands aménagements qui sont faits, c'est le maraîchage. Quand vous venez au niveau du pôle de développement 2, la région de Kandi, Gogounou, c'est essentiellement le bétail, donc viande et lait. Quand vous arrivez au niveau du pôle 3, la région de diversification, quand vous êtes dans la région de Parakou, c'est l'anacade. Quand vous êtes dans la région de Boyko, c'est les fruits, les mangues et les oranges. Quand vous êtes dans la région du plateau, c'est le palmier à huile. Et quand vous êtes dans la région d'Alada, ici, c'est l'ananas, l'aquaculture, les œufs de table. Voilà un peu résumer les filières que l'État souhaite que ces agences voilà. De sorte que nous, on accompagne ces agences en finançant prioritairement les promoteurs qui travaillent autour de ces filières. Tout promoteur qui désire, il suffit qu'il aille au niveau de la cellule communale de sa région. Là, il a toute l'information, il a tout l'encadrement, il a tout l'accompagnement nécessaire pour comprendre l'esprit, tout le potentiel de son dossier. Donc voilà en termes de filière promue au niveau du pays. Et en termes d'accompagnement, est-ce que le FNDA fait quelque chose? Parce que je suis promoteur agricole, je suis exploitant, je viens avec mon projet, j'ai le financement par la grâce de Dieu. Est-ce qu'il y a un suivi? Exact. Vous savez, il faut être sincère et reconnaître que jusqu'à présent, quand vous prenez les promoteurs, ce que les banques, ce que les SFD leur reprochent, c'est la qualité de leur dossier. En plus de ce que j'ai dit, la garantie et autre chose. Et le FNDA est très attentif à ces éléments. Alors, on distingue à ce niveau-là 3 catégories d'acteurs. La première catégorie, ce sont les acteurs qui, de par leur professionnalisme, peuvent faire un dossier de qualité, qui sont déjà habitués aux banques. C'est les grosses PME, ils te montent un dossier où il a la possibilité de financer un cabinet qui lui sort un plan d'affaires nickel, très bancable. La deuxième catégorie, ce sont ces promoteurs qui sont encadrés par les ONG, les projets, programmes, un certain nombre de bailleurs qui mettent des animateurs à disposition et qui accompagnent ces promoteurs à rédiger des plans d'affaires. La troisième catégorie, c'est ce que le FNDA a fait. On a recruté des cabinets
qu'on appelle aujourd'hui les structures d'appui et d'encadrement, c'est la BCEAO a mis un dispositif pour accompagner les PME. Donc, on exploite les acteurs de ce dispositif pour encadrer nos promoteurs qui veulent avoir du crédit au niveau des banques. Donc, ceux-là, le FNDA paye les prestations de ces structures pour encadrer, monter, fournir tous les éléments nécessaires pour que le dossier, une fois présenté au niveau de la banque, soit bancable. Mieux, le FNDA accorde toujours des ressources pour aider ces PME qui ont eu du crédit à bien gérer ce crédit et pouvoir rembourser convenablement la banque ou le système financier, parce que la finalité du crédit, c'est d'être remboursé et c'est fondamental. C'est l'un des aspects qui rassure un peu nos partenaires, les banques et les SFD, parce que vous voyez, ce n'est pas facile. Quand ils voient toujours la main de l'État, ils se disent est-ce qu'il y a du professionnalisme? Mais je vous assure, comme beaucoup l'ont dit, il y a du professionnalisme. C'est pour ça la dernière décision, c'est-à-dire octroyer le crédit, revient toujours à ses partenaires. Est-ce qu'on a des chances d'avoir le financement? Quand on finit, on a le financement une fois, qu'on arrive à solder avec le taux de remboursement. Est-ce qu'on peut encore renouveler? Bien sûr. Autant de fois qu'on les partenaires, que ce soit les banques ou les SFD, ne vivent que de crédit. Ça veut dire leur première vocation, c'est de faire le maximum de crédit pour pouvoir rentabiliser leurs établissements. Donc, si vous êtes un bon... C'est comme nous, hein. Si vous prenez un crédit, vous le remboursez correctement. À peine vous êtes à quelques... C'est la banque même qui vous sollicite pour dire vous n'allez pas pouvoir. Prenez encore du crédit. Donc, c'est vraiment... Si on arrive à rassurer tout le monde, et que le mécanisme d'accompagnement, de dialogue que le FNDA anime, je précise que FNDA en tant que FNDA ne fait pas le crédit. Ne fait pas le crédit. Nous on accompagne, on facilite, c'est ces partenaires, ces SFD, ces banques qui font le crédit. Nous on facilite pour que le crédit soit digérable ou ne soit pas trop amer. Alors, notre chef d'émission nous fait déjà signe qu'on est au terme déjà de cet entretien. Alors, dites-nous, Franck Baropa, tout à l'heure, nous avons suivi dans l'élément témoin le lancement d'une campagne. Alors, quel est l'objectif de cette campagne? Voilà. Vous voyez, le gouvernement a retenu des mesures. Les techniciens ont essayé de mettre les derniers détails pour pouvoir présenter. Une fois que ce travail est fait, les bénéficiaires, il faut leur présenter le contenu de ces mesures et pouvoir dire, voilà les partenaires, voilà les conditions sur lesquelles, si je veux introduire mon dossier, voilà ce que je dois mettre dans mon dossier. Une demande formelle, je dois mettre mon registre de compte. Toutes les conditions exigées souvent pour avoir le crédit. Donc, c'est cette activité qui a été lancée et au niveau de Golden Tulip le mercredi passé, c'était les fêtières, les grandes familles du monde agricole. Ça va se poursuivre dès le 26 au niveau des pôles de développement, au niveau des régions. Ça va être un... Et quels sont les résultats auxquels vous vous attendez? Absolument. Le tout premier résultat, c'est de permettre aux promoteurs de comprendre ces mesures. Un promoteur doit être en mesure de dire, le programme du gouvernement donne 3 facilités. Voilà les 3 facilités. Voilà les banques partenaires. Voilà les SFD partenaires. Si je suis un promoteur, mon dossier doit comporter comme ça. Si je ne suis pas prêt, voilà l'encadrement que FNDA me propose pour que mon dossier soit bon. Et je dois être conscient que tout crédit obtenu doit être remboursé. Donc, au terme de cette campagne, notre souhait, c'est que le programme, tous les acteurs soient suffisamment informés de ces mesures du gouvernement, savoir le mode d'accès et de tout ce qu'il y a comme petit élément sur le terrain. Et merci déjà de nous donner cette occasion. Voilà. Merci plutôt à vous, Franck Baropa, d'avoir accepté de venir sur ce plateau pour échanger avec nous et enrichir nos connaissances sur la question. Blaise Balogun, je crois qu'on a réponse aux interrogations. Absolument, on a réponse à toutes nos interrogations. Il ne reste qu'aux exploitants agricoles, aux PME et aux petites et moyennes entreprises de se déplacer vers le FNDA pour avoir toutes les informations qu'il leur faut pour avoir accès à ces financements. Ce sera donc tout
pour Wikeko de ce dimanche que j'ai pris plaisir à vous présenter avec mes invités sur ce plateau. Émission que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Portez-vous bien et à dimanche prochain.